pour tous, un nom pour le coup repris par tous, y compris par les journalistes. Alors c'est peut-être déjà la première victoire des partisans de ce mariage. On va le voir à travers un petit montage sur la propagation de cette expression. Je reprends la proposition de faire droit pour tous au mariage. Nous ferons au premier semestre 2013, avec Christiane Taubira et Dominique Bertinotti, le mariage pour tous. Ce droit au mariage pour tous, il serait effectif dans toutes les communes. Le mariage pour tous devrait être voté dans quelques semaines ou au plus tard dans quelques mois. Procréation médicalement assistée, dans le cadre du mariage pour tous. Vous vous êtes prononcé contre le mariage pour tous, contre le mariage homosexuel qui va être proposé en Conseil des ministres le 7 novembre prochain. Est-ce que vous célébreriez ce type de mariage si deux personnes se présentaient à vous? Je veux d'abord dire mon opposition totale au mariage homosexuel. On la connaît, mais la question... cette expression de mariage pour tous qui ne veut strictement rien dire. Justement, mariage pour tous, c'est vrai que ça sonne un petit peu comme un slogan. Et je me tourne vers vous, Éric Fassin. Est-ce que c'est ça l'intérêt, selon vous, finalement, de ne plus employer ces termes, peut-être mariage homo, mariage gay, qui étaient peut-être plus précis, mais peut-être, je ne sais pas, plus stigmatisants Je pense qu'en fait, on a une histoire qui remonte déjà à l'époque du Pacs. Le choix du Pacs, et qui était novateur à l'époque par rapport aux autres pays, c'était d'avoir un statut ouvert indifféremment aux couples de même sexe et aux couples de sexe différents, ce qui n'était pas encore le cas ailleurs. Donc la logique revendiquée par les partisans du Pacs, c'était l'universalisme. Il me semble qu'aujourd'hui, dire mariage pour tous, c'est essayer de s'inscrire dans cette lignée, c'est-à-dire revendiquer la posture universaliste. Autrement dit, si on disait mariage homosexuel, on pourrait penser que c'est pour une catégorie particulière. Si on disait mariage gay, on pourrait penser que c'est une catégorie particulière. C'est le texte du projet de loi, finalement, mariage pour tous, qui s'est imposé. Qui a marché. Voilà, qui a marché. Et alors, la question que ça pose, est-ce que c'est pas la première victoire, Jean-Pierre Winter, que pensez-vous de cette expression, et la première victoire, finalement, des partisans du mariage? L'expression s'est imposée. Je trouve l'expression extrêmement malheureuse pour toutes sortes de raisons, mais je crois que quand on a du mal à nommer les choses, c'est que clairement elles ne sont pas claires. Bah oui, mais là on se dit, il n'y a pas de mal à le nommer, justement. On a trouvé l'expression que tout le monde reprend. Mais on voit bien que même pour les partisans de l'universalisation du mariage, la formule est embarrassante parce qu'elle suscite assez facilement des arguments dans le camp adverse qui disent, vous voyez bien que au-delà de l'extension des droits aux couples formés de personnes de même sexe, il pourrait s'agir aussi d'autre chose. Pour tous, ça indique qu'on ne sait pas très bien où est le curseur, où est la frontière. C'est pour ça que l'expression est malheureuse, quel que soit le camp dans lequel on se range par rapport à ce projet. Sur les débuts pas toujours faciles des leaders d'aujourd'hui, je voulais vous montrer deux autres extraits assez savoureux. Alors le premier concerne François Baroin, dont le père, un directeur de cabinet de deux présidents de l'Assemblée nationale, était une figure des années 70-80. Donc à l'époque, le reportage est sur le père. Mais comme l'actualité traite d'une tragédie, la mort du jeune manifestant Malik Oussekine, eh bien la caméra pénètre dans la chambre du fils. François, t'es là? Ah bon, maintenant je vais monter devant vous. Merci, ta bonne surprise. Vous étiez à la manif hier? Non, personnellement je n'étais pas. Pourquoi? Parce que justement, enfin moi je trouve ça très triste, effectivement, la disparition d'un jeune comme ça, mais je me sentais pas tellement concerné par la manifestation. Vous en avez discuté tous les deux avec votre père? On se voit beaucoup, on discute de beaucoup de choses, mais c'est toujours par petits bouts, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Et ouais, effectivement, on discute un peu de tout ça. Voilà, bon, c'est surréaliste, avec Snoopy dans le fond, ça fait jeune et décontracté, mais quand même, il s'arrange avec son air à l'aise pour ne pas répondre à la question est-ce qu'il en a parlé avec son père ou pas. Donc il a une certaine aisance, une aisance qu'on retrouve chez une autre jeune femme tombée elle aussi dans le bain de la politique quand elle était toute petite, petite fille et arrière-petite-fille de politique, Nathalie Kosciusko-Morizet face à l'ex-premier ministre Raymond Barre. Il faut quand même que je précise que cette charmante jeune femme a fait Polytechnique, l'école des eaux et forêts, et qu'elle a été à l'Élysée la spécialiste des questions de l'environnement. Vous avez dit qu'en 25 ans, la France avait progressé et qu'elle avait progressé dans sa compétitivité à l'international. Et qu'en revanche, la situation s'était aggravée pour ce qui concernait l'exclusion et surtout le désintéressement de la vie politique.
C'est un étrange paradoxe qui ne peut pas laisser indifférent. Dans les années 70, on essayait de quantifier le bonheur. Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on n'a pas poursuivi des politiques, poursuivi des objectifs qui n'étaient pas ceux finalement qui intéressaient les gens? Et au total, quels sont les critères d'une réussite d'une politique, avec toute votre expérience? Voilà, bon, alors on ne comprend pas tout à fait la question, mais enfin on pense que ça se rattache à ce qui avait été dit juste avant dans l'émission. C'est très amusant, c'est très amusant parce que là justement dans l'exercice très codifiant, on voit bien qu'il y en a un deuxième qui se met dessus, qui est la relation avec l'examinateur. Nathalie Kosciusko-Morizet ici est obligée d'incarner au fond le rôle de la bonne élève qu'on vient de lui attribuer. Et quand on est bon élève en France, on adopte des procédés, des manières de faire et des manières de s'exprimer typiquement académiques. À l'examen, une bonne dissertation doit présenter un étrange paradoxe. Donc, quand on fait une disserte en classe préparatoire, on fait des étranges paradoxes. Et là, elle sort un étrange paradoxe et ça sort comme une sorte de... Ça sort comme un récitatif, mais il n'y a pas de paradoxe derrière, il n'y a rien, il n'y a pas de contenu, quoi. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'elle s'embrouille en se laissant emprisonner dans le rôle de la bonne élève. De la bonne élève, le rôle formel de bon élève, et le regard sidéré de l'examinateur un peu ombrageux, là, c'est incroyable. Oui, on ne sait pas s'il est admiratif ou si juste il se dit qu'est-ce que je vais pouvoir répondre. Ça pose aussi la question des fils et des filles d'eux, parce qu'on a vu là dans tous les extraits, on a l'impression que c'est quand même les fils et les filles de politique qui s'en sortent le mieux, du moins quand ils sont jeunes. Oui, est-ce que c'est vrai, c'est le côté atypique de l'échantillon ou pas? Il est vrai que le métier politique se transmet beaucoup. En tout cas, ceux qui font de la politique, et c'est quand même une minorité, et ceux qui sont militants, c'est aussi une minorité. Donc on voit bien en tout cas que pour ceux qui y arrivent, effectivement, avoir eu des parents déjà avec des responsabilités politiques, ça aide parce qu'ils ont été socialisés, familiarisés très tôt avec tous ces codes politiques avec les dont codes, ils ont voilà, besoin. c'est pas forcément avec l'envie, c'est avec les codes. Avec les codes aussi. Mais aussi avec l'envie, je pense que ça se transmet, bien sûr. Qui repose quand même la question, justement, du renouvellement versus l'héritage, en définitive, puisque, évidemment, le cheptel politique se reproduit de manière plutôt endogène et crée peu à peu des rigidités assez oligarchiques, et finalement, les noms d'avant-hier seront les noms de demain, ce qui est quand même pas très rassurant en termes de démocratie. Malgré beaucoup d'irrégularités dans ce scrutin, j'avais accepté lundi soir la proclamation des résultats par la commission compétente. Je l'avais fait dans un souci d'apaisement, je l'avais fait pour préserver l'unité de ma famille, je l'avais fait surtout pour que l'UMP soit de nouveau en capacité de s'opposer à un gouvernement qui est en train de conduire notre pays vers une récession à grande vitesse. Mais je ne pouvais pas imaginer un seul instant que 3 fédérations, plus de 1400 électeurs, avaient été oubliés dans les comptes. Et vous avez mis 2 jours, vous et vos alliés, pour vous en apercevoir? Eh bien oui, parce que nous avions confiance dans le travail de la commission. Et donc, dans ces conditions, je demande que soit rectifié le vote. Ce vote, c'est vrai, me donne une légère avance. Mais je vais vous dire quelque chose. Je ne revendique pas la présidence de l'UMP. Je renonce à la présidence de l'UMP. Ah, parce que je pense que mon parti est aujourd'hui dans une situation qui est tellement difficile. J'ai parlé de fracture politique et de fracture morale. Oui, il y a une fracture politique et une fracture morale. L'UMP ne peut pas être gouverné par un président qui a 26 voix d'avance ou par un président qui a 98 voix d'avance. Voilà, là, c'est un peu l'indignation de l'honnête homme qui ne pouvait pas imaginer comme ça qu'on mette de côté 3 fédérations. Mais 2 jours plus tard, sur RTL, eh bien là, il surenchérit et il va avoir des mots très très durs contre le camp adverse. Je veux dire qu'un parti politique, c'est pas une mafia. Un parti politique, c'est pas un endroit où on peut étouffer les affaires, refuser de dire la vérité. J'entends souvent dire, au fond, on est une famille, et dans une famille, on n'étale pas ses différends. Ça ressemble étrangement à la notion d'une mafia. On a l'impression qu'il se métamorphose pratiquement, non? Oui, on sent l'homme à bout. L'homme à bout. Il est dans 2 situations historiques successives totalement différentes. La première séquence, c'est un vaincu ce jour-là. Oui, quand il prend acte des résultats. Et donc il prend rang, il prend acte, et il prend date en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il prépare l'avenir sur un registre moral, la fameuse fracture morale, qui est un mot très fort, mais qui le met un peu en réserve du parti. Absolument. Le lendemain, mercredi matin, tout change. Laurent Wauquiez vient vérifier pour sa propre motion les résultats, et il se rend compte qu'il y a une erreur manifeste, puisqu'il y a 3 ou fédérations ou bureaux qui n'ont pas été pris en considération. Et donc, ces mécaniques, dans le camp de Fillon, l'espoir reprend, puisqu'il ne s'agit même plus de triche où on se
neutralise mutuellement, il en avait pris son parti de la décision, c'est nous faisons appel parce qu'il y a des éléments nouveaux. Et du coup, si vous voulez, le personnage n'est plus le même, il devient beaucoup plus offensif, et étant beaucoup plus offensif, il radicalise en même temps le discours. C'est plus simplement la fracture morale qui pouvait être une allusion à des tricheries, c'est la mafia. Moi, j'attire votre attention sur ce mot. Rarement, dans le débat démocratique, on entend un chef d'État doublé d'un responsable de parti parler de son parti ou de camarades de parti en ces termes. C'est un mot qui laissera des traces en tout état de cause. Oui, Guy Alves, l'erreur pour vous, c'est ça ? Je ne sais pas si erreur. Au-delà des mots et de l'espèce de montée en puissance sur la violence des mots de François Fillon, ce qui est assez frappant, c'est que quand vous regardez ce que dit François Fillon et ce que dit Jean-François Copé, et surtout à qui ils le disent, c'est exactement la stratégie du début de campagne. Jean-François Copé parle aux militants, à rien qu'aux militants, il ne parle que de statut, il ne parle que de valeurs internes, il ne parle que de règles internes. François Fillon, depuis le début de sa campagne, qui se pose légitimement, en homme d'État eu égard à son parcours, etc., parle aux Français de droite. Et quand il va à la télé, quand il dit fracture morale, quand il va à la télé parler quand il dit je quitte mes fonctions, c'est qu'il en appelle encore une fois aux valeurs du peuple de droite. Alors, est-ce que ce qu'il fait est bien ou pas bien ? Par contre, quand il parle de mafia, là, il n'est plus sur le peuple de droite. Mais si, si, parce qu'il prend justement, il sort du parti et il dit ce parti est géré par des mafieux, voilà, d'accord, il se passe, une violence plus dans le parti, qui est en extrêmement dehors, vexatoire, j'imagine, pour les militants, mais il prend à témoin les Français de droite. Nous devons aux martyrs juifs du Vélodrome d'hiver la vérité sur ce qui s'est passé il y a 70 ans. La vérité, c'est que la police française, sur la base de listes qui avaient été établies, s'est chargée d'arrêter des milliers d'enfants et de familles. La vérité, c'est que le crime fut commis en France, par la France. Le grand mérite du président Jacques Chirac est d'avoir reconnu ici même, le 16 juillet 1995, cette vérité. Mais la vérité, c'est aussi que le crime du Veldiv fut commis contre la France, contre ses valeurs, contre ses principes, contre son idéal. Donc dans son discours, François Hollande cite Jacques Chirac, lequel avait le premier reconnu la responsabilité de l'État français dans cette rafle. C'était en 1995, juste après son élection. On revoit un extrait. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. François Hollande évoque la responsabilité de la France, tandis que Jacques Chirac parle de l'État français. Ce qui est très différent, c'est pas simplement une nuance de propos, c'est sur le fond, c'est un positionnement très différent, me semble-t-il, où à la fois il va plus loin et de façon contradictoire, parce qu'il dit à la fois c'est le crime de la France, mais c'est aussi un crime contre la France, donc il faut choisir si c'est... de quelle France on parle ? Et je pense que Jacques Chirac était plus précis, il parlait dans sa formulation de l'État français qui était responsable, puisqu'il secondait l'occupant allemand, et que c'était l'État français qui secondait. C'était pas la France ni les Français. D'accord. Donc pour vous, c'est là où il peut y avoir, on va y venir d'ailleurs, une ambiguïté. On va y venir. Voilà, oui. C'est le mot que j'allais employer. Il y a une vraie ambiguïté parce que l'État français, c'était un régime. Donc juridiquement, c'était un régime précis. Nous ne sommes plus, bien évidemment, dans le cadre de ce régime depuis fin 1944. Et là, il y a une véritable ambiguïté ou ambivalence parce que un État français existe aujourd'hui. Simplement, c'est la République. Le régime, c'est le régime républicain, qui évidemment n'est pas en cause en l'occurrence.